C'est un mal silencieux qui touche près d'une personne sur 2000 et se traduit le plus souvent par un arrêt cardiaque et une mort subite. Le syndrome de Brugada, un nom que Marc Bridoux a découvert il y a quelques mois après un examen de routine. On m'a dit de ne pas changer mon mode de vie, donc je fais du sport, je pars en vacances. Bon, effectivement, il faut peut-être éviter certains trucs, certaines activités à risque, comme le parachutisme, je crois. Mais bon, j'en faisais pas. Donc j'ai une vie tout à fait normale. Bon, c'est l'impact peut-être psychologique, et puis surtout peut-être une sorte d'inquiétude plus pour mes enfants. Car il n'y a pour l'heure aucun traitement connu. Pour limiter les risques liés au syndrome de Brugada, les patients peuvent juste envisager l'opération, la pose d'un défibrillateur qui restera directement relié à leur muscle cardiaque. Ce défibrillateur permet en fait de repérer si une arythmie survient et en cas d'arythmie de délivrer un choc électrique qui permet d'éviter la mort subite du patient. Pour ceux atteints de cette maladie rare, l'espoir viendra peut-être des ordinateurs et de la génétique. Dans ce laboratoire nantais, on compare les données des cellules, celles de malades et celles de patients sains, 96 cobayes pour traquer le syndrome de Brugada. On va regarder à peu près tous les gènes qui sont présents dans notre ADN, donc 25 000. Donc si on voit ça comme une grande matrice, on a 96 colonnes sur 25 000 lignes. Objectif, déterminer la signature de cette maladie et puis la comparer aux effets de centaines de médicaments testés en Amérique. Plus d'1 million de profils génétiques dans une immense base de données. Ça, c'est assez nouveau, parce qu'on ne passe pas forcément par la compréhension des mécanismes, on passe juste par une observation, la confrontation d'un très grand nombre de données, et cette confrontation nous permet d'identifier des nouvelles pistes. Si les données servent à la recherche, elles peuvent aussi directement aider les médecins à mieux soigner. Sur une simple tablette, le professeur Pierre-Antoine Gouraud a réuni dans une application les analyses de centaines de patients atteints de la sclérose en plaques et leurs réactions aux différents traitements. On va pouvoir interagir en sélectionnant le type de patient similaire à celui pour lequel on doit prendre une décision. Si on veut comparer une femme à des femmes, sachant que la sclérose en plaques touche à peu près 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes, eh bien il suffit d'exclure de la population de référence les hommes pour avoir une comparaison peut-être plus fine ou qui correspond mieux au raisonnement du médecin par rapport à l'ensemble des données que l'on a accumulées. Des algorithmes qui assistent le médecin pour prendre une décision, on en retrouve de plus en plus. Pour le cancer du sein, ils prennent en compte les données médicales et peut-être demain, l'impact des traitements sur la qualité de vie. Depuis 1 an, Huguette Rouillard participe à une étude sur les effets psychologiques de son cancer. Comment évaluerez-vous votre état de santé au cours de la semaine passée? Alors, de 1 à 7, 1 c'est très mauvais et 7 c'est excellent. Donc, je réponds 6. En étudiant l'évolution d'une vingtaine de patientes atteintes de cancer, Angélique Bonneau-Antignac veut relever le défi d'ajouter de l'humain, de la psychologie dans les bases de données. Alors la qualité de vie, elle permet d'évaluer des dimensions physiques, psychologiques, sociales, parfois spirituelles, et donc nous renseigne vraiment sur le vécu de la maladie. Avoir un cancer du sein métastatique, c'est une maladie qui est difficile, qui est lourde de par les traitements, et ce qui nous importe, nous, c'est de voir comment est-ce que les patientes évoluent dans le temps, et comment est-ce que les traitements impactent sur cette qualité de vie, et impactent aussi sur la vulnérabilité psychique. Au-delà de ces questions, Angélique Bonneau-Antignac, Pierre-Antoine Gouraud ou Richard Redon participent également à une réflexion inédite sur l'utilisation des données en grand nombre. Pendant 3 ans, des philosophes, des sociologues, des historiens vont étudier le travail de recherche mené par 11 laboratoires de la région. Objectif, dégager une éthique, des principes, la trajectoire de cette révolution du big data. C'est une transformation qui, de fait, est en marche. On va vers un hôpital entièrement numérique à Nantes en 2020. Cet ordinateur qui est devant votre généraliste est un ordinateur sur lequel, au moment de la consultation, il peut très bien utiliser un certain nombre d'algorithmes d'aide à la décision et il y traite vos propres données. Donc c'est une transformation qui est en cours, qui va très vite.
de fait. On ne peut pas nier le fait que cette transformation est extrêmement rapide et il nous faut néanmoins prendre le temps de l'analyser. Et ça, c'est un véritable défi. Comment l'humain gardera-t-il la main sur les machines et sur leurs algorithmes? Demain, grâce aux données, nous connaîtrons sans doute une médecine personnalisée. La recherche avancera et de nouvelles spécialités émergeront. Reste à poser le cadre pour que cette révolution ne devienne pas un nouveau Far West.